je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Élise Gouveia, directrice générale de Kimberly-Clark France. Bonjour Élise, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé, je suis ravie. Élise, si tu veux, je vais te présenter pour démarrer pour les personnes qui te connaîtraient pas encore. T'hésites surtout pas à m'interrompre si tu as envie de rajouter, corriger quoi que ce soit. Pour démarrer, t'es issue d'une formation dans ta ville d'origine qui est Angers, donc t'as fait l'université catholique d'Angers avec un master langue business international. T'es revenue un petit peu plus tard aux études à travers un MBA. Pourquoi peut-être ? Effectivement, c'est vrai que j'ai arrêté les études vers 23, 24 et puis j'avais envie de commencer à travailler. Mais quelques années plus tard, c'est revenu un peu me hanter de me dire est-ce que je suis allée au bout ? Est-ce qu'il me manque pas des choses ? Et surtout cette idée de pouvoir comparer ce que je vivais en entreprise avec des nouvelles théories et puis je sais pas un petit peu cette image du MBA et de ce que ça pourrait m'apprendre avec cette vision que j'en avais qu'elle allait être quelque chose d'insurmontable, de très compliqué et qui m'attirait. Du coup, je pense que c'était le challenge aussi. Et donc j'ai fait ce MBA en plus de mon travail pendant 3 ans en format décalé les week-ends, etc. Et voilà, j'ai adoré cette expérience et ça m'a permis de remettre, des compétences et des connaissances professionnelles et théoriques en parallèle. Et ça, c'était hyper intéressant. Je te questionne volontairement là-dessus parce que c'est un élément qu'on a discuté avec d'autres dirigeants dans ce podcast. Au-delà de la volonté d'apprendre en continu, qui est, je pense, aujourd'hui nécessaire et qui est bien illustrée par l'envie de continuer à acquérir des nouvelles connaissances, ça renvoie quand même un signal fort aussi à tes équipes de ce que tu es prête à investir sur ton propre développement et en parallèle de ton job. Ouais, effectivement, moi je l'ai fait, ça permettait de montrer qu'on pouvait prendre du temps aussi pour soi hors de son travail, pour s'investir, pour continuer à se développer. J'ai eu plusieurs personnes qui derrière justement m'en ont parlé en me disant j'ai entendu que tu faisais ça, et j'en parlais ouvertement en donnant les avantages mais aussi quand même les investissements personnels que ça représentait. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui derrière ont fait des parcours similaires. Et puis même là dans l'équipe France où je suis depuis 3 ans, j'ai vraiment poussé là où je pouvais pousser pour que certaines collaboratrices qui avaient des projets personnels similaires puissent aller au bout et qu'on puisse les accompagner, parce que un collaborateur ou une collaboratrice qui de lui-même veut se développer, faut surtout pas les freiner, quoi. Oui, plutôt les encourager. Alors d'ailleurs, je vais revenir au démarrage de ton parcours. Donc t'es sortie de ton master, t'as démarré avec un parcours mêlant plutôt vente et produits qui s'est concrétisé par l'arrivée en 2013 au sein du groupe Kimberly-Clark professionnel, et t'as évolué à travers une multitude de postes puisqu'aujourd'hui, si je me trompe pas, tu dois en être à ton 7e rôle au sein de l'entreprise. Des rôles qui ont été internationaux, produits, marques, front et back-office. Alors tu me disais que c'était justement pour toi un élément qui était assez important d'avoir pu évoluer sur ces différentes fonctions avant d'arriver à la direction générale. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement justement ce parcours assez varié au sein de la même entreprise ? Donc en fait c'était 2010, donc ça fait 13 ans que je suis arrivée. Donc en 13 ans, t'as raison, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans 7 jobs différents. Aussi bien ce que j'appelle front office, directrice des ventes au Royaume-Uni ou leader de l'équipe Télésales Europe, et en back office, donc responsable produit, responsable marque. Et je pense vraiment que les deux sont nécessaires, c'est-à-dire que tu peux pas réussir à commercialiser des produits qui existent pas, et tu peux pas fabriquer et développer des produits que personne ne veut commercialiser. Et donc je pense que pour un dirigeant, enfin une fonction assez généraliste, de directeur général, il faut avoir un minimum de visibilité et de compréhension de ce front office et de back office. Sinon, je pense que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir cette vision 360 degrés si on a fait que l'un ou que l'autre. Ok, très clair. Donc, tu es à la direction générale de la France depuis 2020, mais tu es aussi board member de Lead Network. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là aussi ? Ouais, exactement. Donc moi j'ai toujours été passionnée par les sujets diversité et inclusion, et ça fait plusieurs années déjà quand j'étais au Royaume-Uni que je fais partie du Lead. Donc le Lead, qu'est-ce que c'est pour mettre des mots dessus ? C'est un réseau, et Lead ça veut dire Leading Executives
Advancing Diversity. Donc le lead a pour mission d'attirer, de retenir et de promouvoir les femmes dans les secteurs de la grande distribution et de l'industrie du retail grâce à l'éducation, le leadership et le management. Et donc, à mon arrivée en France il y a 3 ans, on m'a donné la chance de pouvoir rejoindre le board France, du chapitre France. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, dont un de nos invités précédents nous avait déjà parlé, c'était Rami Bettier, le CEO de Carrefour. Un épisode que je vous encourage d'ailleurs à écouter si vous l'avez pas encore écouté. Alors, au-delà de cette biographie assez classique, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas de toi ? Ne savent pas de moi, peut-être que j'ai dit que j'aimais la diversité et l'inclusion au quotidien, dans mon travail, mais aussi dans ma vie perso, puisque à la maison on a 3 passeports différents, 3 langues différentes, puisque mes enfants ont un passeport britannique, mon mari a un passeport portugais et moi j'ai un passeport français. Donc on évite de se tromper quand on part à l'aéroport, mais on a 3 passeports, 3 nationalités, 3 langues, et ça fait de notre quotidien une richesse. Un environnement multiculturel côté pro et perso à la fois. Alors je vais démarrer par le vif du sujet, Élise. Ma question, comme à chaque dirigeant qui nous rejoint, c'est de comprendre vraiment ta vision des enjeux humains du futur. Qu'est-ce qui te vient un peu instantanément à l'esprit quand je te parle de ça ? En effet, une entreprise, ça se constitue de diverses parties prenantes qui sont aussi importantes les unes que les autres. Les 3 ingrédients clés pour moi qui forment les enjeux d'une société, ça va être les clients, puisque sans clients, y a pas de business, clairement. Les collaboratrices et les collaborateurs qui font justement tourner cette société au quotidien. Et puis bien évidemment les équipes d'encadrement qui doivent prendre des décisions relatives aux 2 premiers. Pour moi, c'est 3 tiers, un tiers client, un tiers collaboratrice, collaborateur et un tiers encadrement. Ok, effectivement, c'est un triptyque et on se rend bien compte quand tu le partages qu'on peut difficilement réussir sur l'un des axes si les 2 autres sont pas traités. Alors juste auteur, c'est quoi le lien que tu fais aujourd'hui avec les enjeux business ? Si je reprends les clients, comme je disais, pas de clients, pas de business. Donc il faut bien mettre le client au cœur de la stratégie, comme on dit dans nos entreprises, customer centricity, c'est-à-dire le client et le client. Ouais. Et surtout de bien avoir en tête la corrélation qui existe entre l'expérience client et le résultat. Pas perdre de vue le fait que cette expérience va nous amener à des résultats en retour. Et pour illustrer cette corrélation, on peut peut-être parler d'une étude qui est l'étude Nielsen de 2022, qui illustre de façon très facile, je trouve, ce lien. Ça nous dit que les hypermarchés, donc en France, qui ont les meilleures notations Google, donc ça visible par toutes et tous, sont ceux qui génèrent d'ailleurs le plus de chiffre d'affaires au mètre carré. Donc d'où l'intérêt d'optimiser l'expérience client, puisque ça va être très visible sur les avis en ligne. Donc si vous êtes comme moi, avant de réserver quelque chose, de faire un achat, vous allez vérifier les avis. Donc hyper important cette expérience client, de l'avoir au cœur, puisqu'elle aura un impact business et il faut absolument, je dirais, mesurer. Donc il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition des entreprises. Le NPS qui est très utilisé, le Net Promoter Score, ou encore d'autres comme le CES, le Customer Effort Score. Donc, je suis désolée, ils sont tous en anglais, mais ce sont autant d'outils qui permettent de mesurer de façon ponctuelle ou continue, comme on le souhaite, l'engagement, la satisfaction des clients. Et c'est prouvé au travers de nombreuses études que plus ce score est élevé, plus le chiffre d'affaires et le profit s'en ressortiront. Donc ça, c'est pour je dirais la partie client et les enjeux business futurs liés aux clients. Après, par rapport aux collaboratrices et collaborateurs, je pense que c'est pareil, nos clients évoluent, donc il faut que nos collaboratrices et collaborateurs puissent également évoluer, il faut qu'on puisse les accompagner dans l'évolution. Si je prends par exemple le B2B dans lequel j'évolue, on voit que les ventes en e-commerce progressent environ de 20% chaque année. Donc il est hyper important pour nous de pouvoir
suivre cette accélération e-commerce et donc d'accompagner nos collaborateurs et collaboratrices dans ces enjeux qui sont là déjà aujourd'hui, quoi. Et j'imagine que c'est pas évident parce qu'effectivement il y a vraiment une accélération sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu avais les bonnes compétences et comment est-ce que tu as réussi à accompagner l'acquisition de cette dimension-là dans tes équipes? Une connaissance digitale, ça peut se développer, c'est évident en interne, mais ça peut surtout s'acquérir assez facilement aussi en externe. Et donc, pour aller plus vite, l'environnement évolue tellement vite qu'il faut être capable de reconnaître les ressources, les compétences que l'on n'a pas aujourd'hui et qu'on doit aller chercher en externe, bien savoir les identifier, les recruter et pouvoir justement les faire travailler avec les équipes en place existantes pour pouvoir avancer sur ces sujets qui vont très vite. On a parlé de la façon dont on pouvait aborder la partie encadrement. Qu'est-ce qu'il en est du deuxième axe qui était les collaboratrices et les collaborateurs? Effectivement, pour les collaboratrices et les collaborateurs, on se doit d'avoir des équipes inclusives et diverses afin de mieux comprendre les besoins de nos clients, qui eux aussi sont en perpétuel mouvement. Donc, il nous faut des équipes engagées et motivées, qui seront d'ailleurs, comme on le voit, de plus en plus sensibles sur le pourquoi. Ouais. Pourquoi je viens tous les matins travailler chez Kimberly-Clark? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que les valeurs de la société, est-ce que les produits qu'on fabrique, qu'on commercialise me conviennent? Et donc là aussi, il nous faut vraiment un bon baromètre de l'engagement des équipes. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se fier à notre intuition, mais se fier à une intuition quand on a plus de 40 000 collaborateurs, comme c'est le cas pour nous, forcément c'est très risqué. Donc faire des enquêtes de satisfaction, des enquêtes d'engagement, d'appartenance, comme on les appelle, auprès de nos collaborateurs, je pense que c'est primordial aussi pour être vraiment au fait de leur engagement et de ce qu'on peut améliorer surtout, puisque l'amélioration de l'engagement sera aussi l'amélioration de la productivité et des résultats. Ouais, c'est la fameuse question de la quête de sens dont effectivement beaucoup de dirigeants m'ont aussi parlé comme un élément essentiel et de l'importance de pouvoir y répondre. Effectivement, je pense que on s'en rend compte de plus en plus dans les entretiens qu'on peut faire passer, je dirais dans les profils qu'on croise, cette quête de sens qui était beaucoup moins importante, dans les recrutements que moi j'ai pu faire il y a une dizaine d'années, il y avait je pense un ratio différent entre une société qui proposait un poste et un candidat qui postulait, et j'ai l'impression que vraiment ça s'inverse et que maintenant le candidat est beaucoup plus fort, beaucoup plus amené à choisir ce qu'il ou ce qu'elle veut faire en fonction des valeurs de la société. Donc c'est hyper important de développer, d'y faire attention et surtout d'être à l'aise avec les valeurs de la société dans lesquelles on travaille, je pense. Donc à la fois pour l'entreprise d'être très clair finalement sur sa raison d'être, ses valeurs, et puis finalement d'être capable d'aller attirer des candidats qui sont alignés avec ça pour avoir une chance de réaliser une collaboration qui va être un peu durable. Exactement, ouais. Ça fait quand même pas mal d'enjeux, pas mal de transformations. On comprend qu'il y a vraiment pas simplement une question d'accompagnement des collaborateurs, mais d'accompagnement des clients et de beaucoup de choses qui changent à ce moment-là. En quoi est-ce que justement les enjeux ils se transforment particulièrement aujourd'hui, et à quoi est-ce qu'en tant qu'entreprise on devrait être vraiment attentif pour aborder au mieux tous ces enjeux selon toi? Si je prends le monde du B2B dans lequel j'évolue, et plus particulièrement de l'hygiène, il peut y avoir parfois cette tendance à se revêtir d'un certain conservatisme, et on entend même fréquemment le mot commodité. Donc le risque avec ces commodités, c'est de tirer l'industrie vers des ventes transactionnelles, sans création de valeur, avec une industrie qui se voudrait moins attrayante et qui offrirait moins d'opportunités de croissance. Et avec tout ce qu'on vient de se dire sur les enjeux pour les collaborateurs, les collaboratrices qui veulent un sens à ce qu'ils font, pour les clients qui veulent se sentir satisfaits, qui vont le dire s'ils le sont et s'ils le sont pas, on se rend compte que ces enjeux de go-to-market, de clients et de développement durable, ça nécessite de réels investissements et une réelle mentalité de croissance. Et donc forcément, ça, il faut pouvoir aussi le financer. Ouais. Donc c'est pas compatible avec de la commodité. Donc voilà, je pense que nous, en tant que leader du marché, on se doit de continuer justement à élever la barre, à innover, pas que dans nos produits, mais dans nos stratégies, produits, mais dans nos stratégies HR aussi, afin d'exécuter et de continuer à créer de la valeur pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour nos catégories.
Ouais, c'est vraiment un changement de rôle et de posture pour vous assurer de pouvoir éviter de tomber dans ce risque dans les années à venir. Tu m'as aussi parlé finalement un peu entre les lignes et puis bon, on l'a vu avec ton engagement au sein de LEAD, de ton intérêt pour la diversité. On a abordé ce sujet-là. Un peu plus concrètement, comment est-ce que tu le traites aujourd'hui et finalement quelque part pourquoi est-ce que c'est important au-delà des convictions personnelles que chacun va avoir sur le sujet de la diversité? Ouais, en effet. Donc, je pense que dans ma recette, dans mes 3 ingrédients, j'avais l'encadrement. Ouais. Et je pense qu'il est très important pour les équipes d'encadrement de prendre conscience de l'importance d'avoir des équipes diverses et inclusives, aussi bien dans les équipes que au comité de direction, puisqu'on sait que, et on a des études qui le prouvent, que des équipes dirigeantes avec une diversité supérieure à la moyenne sont 19% plus innovantes, par exemple. Donc pourquoi s'en priver, Je pense que tout le monde souhaite être plus innovant et je dirais plus en avance que ses concurrents. Et au-delà de ça, un environnement divers, c'est plus attrayant, ça va être plus vivant, plus motivant. Donc si on revient sur cet engagement des équipes, ça se ressentira de façon peut-être intangible, mais qui sera forte dans l'engagement des équipes. Et au-delà de ça, il va y avoir un effet sur la compétitivité. On peut citer l'Organisation mondiale du travail qui a fait un article en 2019 qui relatait que 75% des organisations qui favorisaient la diversité de genre, particulièrement dans ce cas-là, à des postes de responsabilité, observent une augmentation de leurs bénéfices de 5 à 20%. Donc voilà, je viens de citer 2 exemples parmi tant d'autres. S'il y en avait besoin, je reste convaincue que c'est une évidence que d'avoir des équipes diverses à tous les niveaux, mais le ton doit être donné par la direction et par les ressources humaines. Forcément, les 2 ensemble, ça va de pair, feront des équipes plus engagées, qui comprendront mieux leurs clients et qui du coup délivreront des meilleurs résultats. Oui, je te remercie pour ces indicateurs, parce qu'on est aussi très engagés sur les sujets de diversité, donc de faire le lien entre l'importance de la diversité et de l'inclusion, parce que l'un sans l'autre fonctionne pas, et la performance d'une organisation, ça peut mettre aussi un peu de factuel pour ceux qui n'ont pas encore mis la barre au juste niveau sur ce sujet-là. Il y a une question qui m'intéresse systématiquement parce que je sais qu'il y a des dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui, certains qui viennent de grands groupes très matures, d'autres qui viennent peut-être de structures beaucoup plus jeunes ou de taille intermédiaire. Qu'est-ce que tu auras envie de conseiller à un dirigeant qui s'est peut-être pas aujourd'hui penché encore énormément sur les sujets humains pour partager toi tes enseignements finalement d'expérience? Ouais, donc moi si je prends mon parcours, ce que je suggérerais, ce serait je reviens toujours au client, avoir une stratégie qui place la satisfaction du client au cœur et cascader ses priorités clients à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les équipes commerciales qui doivent se préoccuper de la satisfaction du client, mais ça va jusqu'à la fabrication des produits, jusqu'à la relance, par exemple des factures par les services financiers. Tout le monde doit penser client puisque on l'a vu tout à l'heure, que ça aura un impact sur les résultats. Donc ce serait vraiment ma première suggestion. Ma deuxième, ça va être d'exécuter cette stratégie, mais avec les compétences requises. C'est-à-dire qu'il faut les bonnes ressources aux bons endroits. Et c'est très certainement, dans beaucoup de cas, des ressources qui n'existent pas aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être des services à créer qui n'existent pas, des rôles. Les rôles de demain sont pas ceux d'aujourd'hui. Et je me rappelle, par exemple, le directeur de l'école de mon fils, quand il a commencé, donc il y a quelques années, qui nous avait dit je vais pas former vos enfants pour faire vos jobs, puisque les jobs qu'ils feront, vous les connaissez pas et moi non plus. Et j'avais trouvé ça très impactant, puisque c'est vrai, on sait pas en fait à quoi il faut se former. Il faut être agile, il faut être flexible. Et je pense que pour un dirigeant, il faut constamment se dire est-ce que les jobs que j'ai aujourd'hui, les services que j'ai aujourd'hui, c'est ce dont j'ai besoin ou non. Et si demain j'avais une page blanche, j'en ferais quoi? Et c'est vrai qu'on a tendance à se contenter de penser avec les ressources existantes et pas avec celles qu'on pourrait ou qu'on devrait avoir. Et c'est vrai que c'est à la fois, tu vois, quand on t'écoute, un vrai enjeu pour les dirigeants d'anticiper cette question-là pour préparer la performance de l'entreprise dans le futur. Évidemment, il faut savoir se doter des compétences dont on va avoir besoin et qu'on connaît pas aujourd'hui. Et à la fois, je dirais presque une responsabilité morale, parce que
il y a toutes les compétences qui sont déjà là dans l'organisation et qui vont peut-être être moins utiles demain, voire beaucoup moins. Et la question, c'est comment est-ce que tu anticipes aussi pour ces gens-là? Effectivement, je pense que il y a un besoin de continuer constamment à former. Donc à former les collaborateurs en place sur par exemple des nouvelles techniques de vente, sur des nouveaux outils marketing, puisqu'il y a des choses qui s'apprennent. C'est-à-dire que tout n'est pas inné, mais avec des bons plans de formation, avec des plans de coaching, de suivi, on peut amener nos collaborateurs qui aujourd'hui sont sur certains fonctionnements, certaines méthodologies, à en utiliser des nouvelles. Et donc, par exemple, là, dans mon cas, j'ai passé la semaine dernière avec mes équipes commerciales et marketing en formation, justement, sur ces sujets. Donc, c'est important de ne pas assumer que un commercial, il sait vendre. Ouais, mais les techniques évoluent. Absolument. Et puis, c'est vrai que tu m'avais vraiment parlé lors de notre premier échange, je me souviens, ça avait marqué de l'importance aussi de la mobilité interne et de la capacité à projeter les gens, parfois hors des fonctions qu'ils font aujourd'hui, parce que tu vas pas commencer aujourd'hui à former quelqu'un que t'as laissé dans l'immobilisme pendant 10 ans. Et il y a aussi cette culture de l'apprentissage permanent ou du changement que tu instaures un petit peu tout le temps. Hein. Ouais, en effet, je pense que on voit de plus en plus des mobilités. On voit que ça vient aussi avec cette notion dont on parlait tout à l'heure de sens dans la carrière, que rester 10, 15, 20 ans dans la même société, nous on le voit beaucoup, mais dans la même société, dans le même poste, ça se voit, je pense, de moins en moins. Et donc, on a un rôle aussi d'aider nos collègues à trouver en interne, au possible, des nouvelles expériences, des nouveaux postes, peut-être plus ou moins linéaires avec ce qu'ils font aujourd'hui, mais ça peut être aussi totalement en dehors, pour garder nos collaborateurs le plus longtemps possible, bien sûr. Je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute. Si vous êtes encore avec nous, c'est que le contenu vous plaît et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentictalent.fr. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Et puis donc tu m'as dit le premier conseil du coup c'est mettre le client au cœur du système, la satisfaction du client plus exactement. Le deuxième point c'est de t'assurer d'avoir les bonnes ressources et les bonnes compétences au bon endroit. Ce serait quoi ton troisième conseil à un dirigeant? Le troisième, pour moi, ce serait de créer des équipes engagées, et je pense que pour ce faire, il faut vraiment créer un climat, un leadership bienveillant. Ce sera primordial. Moi, par exemple, par défaut, je laisse toute l'autonomie possible à mes équipes et je me veux conciliante et ouverte. Et tout dans la confiance, puisque je pense que sans confiance, c'est très compliqué de travailler ensemble. Ouais. Et on passe tellement de temps ensemble au travail tous les jours que il faut que cette confiance soit là. La confiance et la bienveillance, ça veut pas dire que les vannes sont ouvertes pour tout et qu'il n'y a pas de limite. Bien évidemment, ça doit se faire dans la rigueur, surtout la rigueur du résultat, et dans une culture, je pense, de feedback qui va être essentielle à la performance. Donc je pense que de savoir allier justement cette honnêteté, cette transparence, cette bienveillance avec une rigueur liée au résultat, c'est vraiment un conseil que je donnerais à un dirigeant, puisque c'est quand même comme ça qu'on a envie d'évoluer, et que surtout le micromanagement ou le vouloir absolument tout contrôler, pour moi n'a pas sa place dans la plupart des équipes avec lesquelles j'ai pu travailler. Ouais, c'est intéressant justement d'équilibrer, en fait, de faire ce parallèle, cette balance entre la bienveillance et en même temps, sans oublier, voilà, la rigueur et des attentes. Hein. Je comprends de l'exigence au niveau des résultats. J'ai beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui me parlent de bienveillance, et pour autant, entre l'intention, parfois très authentique du dirigeant de créer une culture de la bienveillance et de la confiance, et ce qui est vécu sur le terrain, voilà, parfois ça peut être un peu déconnecté. Est-ce que tu as des exemples peut-être ou des illustrations de ce que vous avez mis en place qui permettent de garantir que cette culture, elle soit bien là? Pour moi, donc la bienveillance, vraiment, ça passe par se soucier du bien-être d'autrui avant, parfois malheureusement, des enjeux business. Moi, il faut que mes collaborateurs, mes collaboratrices, ils soient à l'aise, sans pression, c'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit dans leur journée qui déraille leur programme, c'est pas grave, c'est la vie, elle est faite comme ça.
Donc tout peut se rattraper. Je veux dire, le temps il sera là. Une entreprise, comme je dis souvent, quand quelqu'un me dit il faut que je prenne une journée pour un événement personnel où la terre va pas s'écrouler parce que lundi tu seras pas là. T'as besoin d'être là où t'as besoin d'être lundi. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Crois-moi, Chloé, quand ils reviennent le mardi, ils sont 2 fois plus motivés parce qu'on les a laissés faire le lundi ce qui était important pour eux. Alors bien évidemment avec parcimonie, il faut pas que ce soit toutes les semaines, tous les lundis, mais je pense qu'il faut savoir lâcher et pouvoir donner, responsabiliser. Pour moi, je pense qu'un collaborateur à qui on donne cette autonomie de s'organiser, de la flexibilité au travail, ça peut être du télétravail, ça peut être de la flexibilité dans les horaires, sera beaucoup plus motivé puisque il va se sentir écouté, compris, et donc il donnera encore plus. Je suis complètement convaincue. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un DRH? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de feedback de DRH qui nous disent que parfois ils peuvent être en recherche d'arguments pour convaincre leurs dirigeants d'investir justement sur tous ces sujets humains. Quel conseil tu donnerais à des DRH par rapport à tes convictions? Le premier, ce serait vraiment, pour moi, un DRH, d'avoir sa cartographie, son petit plan avec une vraie stratégie ressources humaines axées sur la diversité et l'inclusion. Ouais. Il y a énormément d'études, on en a parlé tout à l'heure, qui prouvent que la diversité est un réel moteur dans des enjeux comme l'innovation, la compétitivité, la motivation, etc. Donc je pense que d'un point de vue retour sur investissement, un DRH doit facilement être capable de mettre des chiffres en face de cette politique diversité et inclusion. Et donc ils doivent être pour moi vraiment très très impliqués sur ces sujets en interne pour justement diffuser l'impact de la diversité et de l'inclusion à tous les échelons. Ouais, complètement d'accord. Et d'ailleurs, je vais à nouveau mentionner quelque chose que tu m'avais dit dans notre entretien de préparation et qui, pour moi, était très aligné avec nous, tout ce qu'on voit aussi côté recherche, et que la diversité, en plus, pour parler de ce que ça va apporter dans la performance d'une équipe, c'est évidemment de la diversité sur l'ensemble des critères qu'on connaît, genre, âge, background, origine, etc. Mais c'est aussi de la diversité sur le plan des personnalités qui vont travailler ensemble. Ouais, effectivement, la diversité, parfois, elle est très visible, comme tu le dis, de genre, d'ethnicité, etc. Mais parfois, elle l'est moins. Ça peut être extroverte, introverte. Ça peut être quelqu'un de plutôt rationnel, quelqu'un de très émotionnel. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut savoir s'entourer d'équipes diverses. C'est plus compliqué de s'entourer d'équipes diverses. Ça va moins vite parfois. Mais c'est vrai qu'une équipe où on fait des clones, moi, si je travaille qu'avec des petites Élises, je vais me retrouver avec des gens qui vont être toujours d'accord avec moi, qui vont toujours me dire que mes idées, elles sont super, sauf que j'ai pas toujours raison, j'ai même peut-être rarement raison, et du coup, on va pas avancer. C'est-à-dire que il faut se challenger, moi, j'aime qu'on me dise, moi, je pense pas comme ça. Moi, je pense autrement. Donc oui, ça ralentit la réunion, oui, ça ralentit les prises de décision, mais ça permet d'envisager comment peut-être nos clients pensent, parce qu'ils pensent pas comme moi, comment ils vont réagir, par exemple, à une annonce, parce que mon collaborateur, lui, a su anticiper. Donc je pense que vraiment, la diversité, de personnalité dans une équipe, de s'entourer de gens qui sont complémentaires, qui sont pas des copier-coller de nous-mêmes, ça va nous ralentir. Parfois, on va se dire, c'est lourd, mais on n'en ressortira que plus enrichi. Et forcément, ça représentera mieux aussi les perspectives de nos clients. Et donc, on en revient toujours au client, un client satisfait et du résultat. Absolument. Et c'est vrai que ce sujet-là, c'est un sujet qui a l'air d'être de plus en plus, en tout cas, présent aujourd'hui dans les préoccupations des entreprises. Nous, chez Authentic Talent, on est très, très souvent sollicités, principalement, je dirais, sur les 2 dernières années, plus simplement pour apporter de la diversité dans justement l'évaluation, les phases de recrutement et faire venir des profils différents ou atypiques, ça dépend comment on les appelle, mais aussi pour se dire comment est-ce que, au-delà d'avoir des individus talentueux dans mon équipe, je m'assure d'avoir de la complémentarité sur les personnalités, parce qu'effectivement, c'est prouvé, ça va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus riche et du coup, au final, de mieux servir ton client. On a eu le premier conseil pour le DRH. Ce serait quoi tes autres conseils à destination des DRH? Le deuxième, ce serait d'avoir ce rôle moteur sur les sujets de formation continue, de développement personnel, de dépassement de soi un petit peu, parce que en tant que DG, on est parfois dans le cœur de l'action, on est sur plein de sujets en même temps, donc il peut être facile de passer un trimestre et de regarder dans le rétroviseur et de se dire
tiens, ce trimestre, j'ai pas formé, j'ai pas assez accompagné, j'ai pas assez coaché, j'ai pas envoyé mes marketeurs faire une formation alors qu'ils en ont besoin. Enfin voilà, des exemples concrets. Et donc je pense que d'avoir une équipe RH qui soit le gardien du temple de cette formation, de ce développement continu, c'est hyper important pour nous rappeler nous à l'ordre, parfois en tant que dirigeant, avec justement une revue trimestrielle, semestrielle, peu importe, de qu'as-tu fait pour la formation de tes équipes. Certaines formations se voudront peut-être très individuelles parce que une collaboratrice a besoin, par exemple, d'augmenter ses compétences dans une matière, alors que d'autres peuvent être des compétences dont toute l'équipe bénéficierait. Mais je pense que d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous rappeler, pour nous remettre un petit peu dans un process, dans une formation continue, ce serait hyper intéressant. Ouais, et ça effectivement, ça rejoint en plus beaucoup ce qu'on se dit sur la transformation nécessaire des compétences pour demain. Tout va très très vite et voilà, la fonction des RH, elle est quand même là pour accompagner et s'assurer d'être le garde-fou de tout ça. Est-ce que t'en aurais un autre? Le dernier, ce serait la promotion interne, un petit peu comme on a parlé tout à l'heure. Donc oui, il faut savoir recruter en externe les compétences qu'on n'a pas en interne pour aller plus vite et pour être à la page plus rapidement. Donc ça, certes. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que un DRH peut vraiment aider sur la promotion interne, promouvoir sur la motivation, l'engagement, avoir des programmes pour développer les talents, pour les accompagner, leur offrir des mentors, des sponsors, des expériences uniques. Et que du coup, ces promotions, il faut aller les chercher parfois de façon non linéaire, non évidente. Et là, une fois de plus, je pense que les ressources humaines pourraient nous aider dans cette perspective de as-tu pensé à tout? Pourquoi prendre trop près? C'est trop évident, quoi. Et justement, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager? Parce que c'est vrai que sur le papier, c'est toujours une bonne idée que de se dire qu'on va projeter des personnes en termes de mobilité interne sur des postes un peu moins évidents, un peu moins linéaires. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu tester et qui marchent? Ouais, alors moi, c'est super que tu poses la question. Parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore dans mon job le côté recrutement et surtout pouvoir faire dans le recrutement des choses pas droites et pas de A à B. Et je trouve ça hyper enrichissant. Donc pour donner quelques exemples, spotter des talents avec lesquels je travaille de près ou de loin en me disant il y a vraiment quelque chose que cette personne pourrait nous apporter, qu'on pourrait lui apporter dans un domaine totalement différent du sien. C'est quelque chose qui vraiment me passionne. Et donc, pour te donner 2 exemples très concrets, j'avais une collègue qui était responsable logistique, qui faisait un super travail. Mais quand je la voyais en face de clients, elle était tellement à l'aise, elle avait tellement les compétences que je me disais, il faut qu'elle ait une expérience à un moment. Elle a fait que du back-office, comme je dis souvent, mais il faut l'envoyer au front. Elle est fantastique, elle va nous aider, on va aider nos clients. Et donc, ça s'est produit. Elle est partie en charge de certains de nos clients les plus stratégiques. Et c'est un vrai poisson dans l'eau. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis, là, plus récemment, un collaborateur de formation ingénieur, donc dans une de nos usines de production, qui rejoint mon équipe commerciale parce que c'est pareil. Quand je l'ai vu il y a un an, je me suis dit que c'était quelqu'un qui avait de toute évidence une fibre front office. Et donc, il va commencer, on va voir comment ça va se passer, mais j'ai aucun doute que ce sera une grosse richesse pour les clients et pour lui. Et pour vous d'ailleurs, en tant qu'entreprise, c'est intéressant, je trouve que ça fait bien le lien avec une autre discussion qu'on a eue récemment dans ce podcast, et c'était l'épisode avec Cyril Pierre de Guélière, où on se disait de toute façon les gens sont assez mal orientés dans leur parcours scolaire. Enfin, on sort de l'école, on sait pas trop où on va, sauf certains qui sont vraiment déjà convaincus, mais c'est pas évidemment la majorité. On peut se retrouver dans des fonctions sur lesquelles on s'épanouit pas énormément, et je trouve ça dommage, sans même se rendre compte de là où sont nos talents, puisqu'ils sont finalement un peu masqués dans le mauvais poste. Et c'est vrai qu'en tant que manager, être capable d'identifier ses talents et finalement de prendre le risque aussi, de proposer quelque chose de différent, c'est un pari qui est mutuellement gagnant en fait pour tout le monde et qui renforce la dimension d'engagement dont tu parlais tout à l'heure, j'en suis sûre. Ouais, puis à l'inverse, ça peut être dans l'autre sens aussi, un collaborateur, une collaboratrice, comme tu dis, qu'on voit à la limite pas épanoui parce que c'était pas la bonne voie. C'est aussi parfois leur rendre service que de leur dire mais t'as pas pensé à autre chose parce que t'es pas épanoui, et donc si on n'est pas épanoui, on sera pas attrayant pour nos clients, on sera un collègue peut-être parfois difficile à vivre au quotidien. Donc il faut vraiment trouver quelque chose dans lequel on s'éclate. Faut se lever le matin en se disant alors qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, puis avoir le smile. Sinon je dis toujours faire autre chose. Si t'y vas la boule au ventre et que t'es pas heureux d'être là,
Il y a ça. Et puis après, je pense au-delà de ça, moi, dans mon rôle, je me dis que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nos collaborateurs et nos collaboratrices, ils se souviendront pas de quels résultats on a fait en 2022 ou en 2023 ou en 2024, mais ils sauront se rappeler des dirigeants qui leur ont donné des opportunités, qui ont cru en eux, qui les ont sortis, par exemple, de la logistique pour aller faire des ventes, du marketing pour aller faire de la logistique, etc. Et ça, je pense que c'est notre rôle, c'est créer des expériences uniques pour des collaborateurs et puis créer des histoires qu'on n'oubliera pas. Et puis immanquablement, ça travaille aussi votre attractivité de façon indirecte au-delà de l'engagement des équipes, parce que c'est sûr que c'est une expérience, on parlait tout à l'heure de l'expérience client, mais c'est un miroir aussi de l'expérience collaborateur et de ce que vous leur faites vivre, donc hyper intéressant. Une avant-dernière question, Élise, pour toi, qui est intéressante parce que tu as passé quand même pas mal de temps hors de France, t'es revenue il y a 3 ans, il me semble, du Royaume-Uni. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand t'es revenue vers la France. Si je me concentre sur le côté vraiment professionnel, quelque chose qui a été très difficile pour moi, ça a été de vouvoyer les clients en particulier, parfois certains partenaires, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, ce vouvoiement n'existe pas. C'est you pour tout le monde, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Et donc, de vouvoyer en France les clients a été pour moi très dur. J'ai trouvé que ça mettait une distance hiérarchique hyper forte, que du coup, ça crée des barrières. Je parlais tout à l'heure de la bienveillance. Oui. Je trouve que ça rend parfois les échanges beaucoup plus formels. Et pour moi, un sentiment de bienveillance qui s'éloigne un petit peu. Ouais. Parce que c'est vrai que le vous, tout de suite, le vous, Madame Gouveia, j'ai l'impression tout de suite de prendre 10, 15, 20 ans. Donc ça a été très dur. Distance, ouais. Et donc, là où je peux, je tutoie tout de suite. Parce que c'est dur. J'imagine que du coup, dans l'entreprise, tous tes collaborateurs te tutoient aujourd'hui. Ah bah oui, c'est tu et c'est Élise. Le madame, c'est pas Jean, je peux pas. C'est très français et encore très présent dans certains secteurs, je te confirme. Là où pour d'autres, ça a complètement disparu. Merci beaucoup, Élise, pour ton témoignage. C'était vraiment passionnant. Donc, merci de nous avoir accordé ce temps et puis cet échange sur Langue de Bois. Ouais, merci de m'avoir accueilli. C'était Avec super. plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.